avons organisé sur l'histoire de la médecine. Certains d'entre vous se souviennent sans doute qu'il y avait déjà eu une première série de conférences dans cette thématique-là il y a 3 ans, et ça nous avait plu et donné envie de la poursuivre. C'est aujourd'hui l'occasion. Et on va, je crois, commencer de manière particulièrement plaisante par une conférence sur parfum et médecine, deux thématiques à première vue on n'associe pas nécessairement. Pour nous en parler, Olivier Kummer, qui est parfumeur et qui connaît très bien l'histoire de la parfumerie. Il était au départ céramiste et a fait des céramiques pour les parfums, et puis il est passé à la parfumerie en 97. Il a étudié aussi les parfums aussi bien à Madagascar qu'en Sicile dernièrement. Il fait souvent des ateliers olfactifs, que ce soit ici à Binge, à Marimont ou alors au Luxembourg, à Leyde. Également, il est allé le faire, et il va aujourd'hui nous parler des parfums et de leur rapport à la médecine, mais aussi nous avons de la chance parce qu'il va nous faire sentir certaines choses. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Voilà, comme ce qu'on devrait l'entendre. Voilà, donc tout d'abord, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien, j'ai l'impression que c'est les réglages qui se font. Voilà, très bien. Donc, comme nous disait Anne, il s'agit d'une conférence atelier olfactif. Donc en fait, on va joindre, je ne sais pas si c'est l'impression où il y a des coupures. Il y a le technicien, c'est merveilleux. Voilà, donc en fait il s'agit de joindre l'utile et l'agréable. L'utile, c'est évidemment les informations que je vais essayer de vous communiquer au cours de cette activité, et l'agréable, c'est évidemment les essences que j'ai sélectionnées pour illustrer ce propos, parce qu'évidemment, parfum et médecine, c'est très joli, c'est un titre très accrocheur, mais ça a une signification, et ça a une signification aussi bien dans le temps que dans l'espace. Je veux dire par là qu'on va avoir différentes civilisations donc, qui vont s'intéresser aux plantes à parfum dans un cadre médicinal, et on va avoir également, je vais laisser, nous vous informions. Voilà, c'est bienvenu. Donc, il y a évidemment quelque chose où... Donc, il y avait, comme je vous disais, une évolution que l'on va suivre aussi bien dans le temps que dans l'espace, puisqu'évidemment, cette relation au parfum et à la médecine est très ancienne, et qu'elle a parcouru, et là je parle de l'espace, différentes civilisations. Donc on n'a pas une civilisation ou une culture qui subitement a développé une connaissance et un usage particulier des plantes à parfum dans un cadre thérapeutique. C'est quelque chose que l'on retrouve de manière universelle, et je vais vraiment essayer de m'atteler à illustrer cela au cours de cette activité. Alors, très concrètement, comment va-t-on procéder? Eh bien, je propose que je commence à vous mettre au parfum. Donc, ça veut dire que systématiquement, vous allez chacune et chacun recevoir, grâce à les précieuses de Francesco et d'Anne, vous allez recevoir une moulette. Et je pense que c'est le meilleur moyen de vraiment vous mettre dans l'ambiance, de vous mettre au parfum, et vous allez percevoir, alors je ne prétends pas sur l'écrit ce soir, c'est une séance de guérison, mais l'objectif est véritablement de percevoir concrètement les propriétés olfactives de ces essences que vous proposez,
Et ensuite, évidemment, je vous donnerai les explications pour les resituer dans le temps, dans l'espace et dans leur usage, bien évidemment. Mais je pense que le mieux, c'est évidemment de vous faire sentir dans un premier temps, et surtout de vous permettre de vous approprier ces essences, parce qu'elles ont souvent des noms très évocateurs, parfois exotiques, mais souvent, et c'est ça la grande frustration lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, c'est qu'il y a une pléthore de livres, de catalogues, et que c'est de publications écrites sur le sujet, avec du texte, avec des très belles photos, et on se dit, mais ça sent quoi? Donc on va commencer par ce qui en général génère la frustration, c'est-à-dire de ne pas pouvoir sortir, et ensuite évidemment je vous donnerai les informations pour compléter cette dimension sensorielle. Donc je vais essayer de faire en sorte que tout le monde soit servi le plus rapidement possible. Je n'ai pas le pouvoir de servir tout le monde en même temps. Donc ceux qui sont servis les premiers, je vais vous demander une chose, c'est pas du tout une question de discipline, hein, c'est pas un cours au sens strict, mais simplement je sais par expérience que lorsqu'on sent l'odeur, on a une obsession, c'est de trouver le nom de l'odeur et de le dire, je sais. Alors évidemment, c'est une heure, c'est normal, mais par facilité et surtout pour permettre à chacun de découvrir ses essences dans votre comité, essayez de garder dans un premier temps les impressions que vous avez pour vous, et comme je disais, ce n'est pas un cours, donc ça veut dire que je vais évidemment continuellement interagir avec vous, donc je ne vais pas vous demander de sentir tacitement chacune des sens, vous réagir, mais peut-être pas dans un tout premier temps. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu. Voilà. Je propose donc de commencer tout de suite. Juste un dernier petit élément, c'est comme je vous disais, lorsque l'on sent une essence, on a toujours envie de trouver le nom de cette essence. C'est pas le but de l'activité, mais c'est surtout ce qu'il y a de plus dur. Donc, un exemple très simple, si vous épluchez une orange chez vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une orange dans les mains, vous épluchez l'orange et vous avez l'essence d'orange qui va gicler, donc vous allez sentir l'odeur de l'orange. Donc dans cette situation normale, je dirais, vous n'avez pas à vous poser la question, l'odeur est présente et vous avez toutes les informations qui se suivent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, je vais vous donner des essences de manière totalement décontextualisée. Et donc, évidemment, ça rend les choses assez complexes, puisqu'évidemment, si on ne fait pas cet exercice tous les jours, bon, on se dit, voilà. Donc, ce que je vous propose de faire quand vous allez recevoir votre mouillette, c'est de les sentir. Alors, vous êtes déjà assis, c'est une bonne chose. C'est encore mieux, c'est de fermer les yeux, parce que vous avez votre mouillette, ça peut sembler bizarre, le fait d'avoir les yeux fermés permet de se concentrer sur l'odeur, et également d'essayer de, non pas de donner le nom de l'essence, mais d'essayer de voir si cette odeur vous parle, si elle vous rappelle éventuellement des souvenirs, et d'essayer de voir ce qu'elle évoque spontanément chez vous. Je n'ai pas choisi que des essences totalement nouvelles, dans le sens où il y a des choses évidemment que vous ne connaissez pas, c'est dit aussi, mais donc il y a des choses que vous avez probablement déjà senties. Donc essayez de voir dans quelle mesure ces odeurs vous parlent et dans quelle mesure elles évoquent des choses en vous. Et je vous donnerai évidemment le nom, mais donc ne commencez pas par vous focaliser sur le nom parce que ça va vous gâcher tout le plaisir. Et puis, c'est pas le but de l'activité, il n'y a pas de séance de dégustation de vin où on doit retrouver toutes les facettes olfactives d'un bouquet. Donc voilà, ça c'est juste pour introduire très très brièvement l'activité. Ben, je propose de rentrer dans le vif du sujet et on va commencer de manière assez violente puisque voilà, comme ça on plante le décor tout de suite. Je vérifie. Voilà, c'est bien le 1. Je suis distribué à pas rester. Je pense que ça ne va pas. D'accord. On va essayer comme ça, mais j'ai tout déjà. Il y a trop de temps, donc on va commencer. Voilà.
Ok, donc j'ai dit qu'on avait commencé fort. Je ne sais pas si, pour certains d'entre vous, cette odeur rappelle des souvenirs, ou si ça vous évoque quelque chose, si vous avez à situer cette odeur, n'hésitez pas à intervenir évidemment. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça? Quand vous avez cette odeur sous le nez, pardon? Whisky, voilà, un petit de connaisseur, très bien. Voilà, donc, on commence, comme vous disiez en force, avec le whisky. Alors, je ne travaille pas pour une marque de whisky, donc je ne suis pas ici pour faire la promotion du whisky, mais pour essayer simplement de resituer le whisky, qui en fait est un terme qui provient d'une langue qui a quasiment disparu, qui est le gaélique, qui se parle encore dans le pays de Galles, bien évidemment, en Écosse et en Irlande. Et en fait, le mot whisky vient d'un diminutif d'un mot gaélique, donc c'est Uske Beuk. Bon, mon gaélique n'est pas très, excusez, s'il y a des linguistes spécialisés dans le gaélique, je crois que. Mais donc, Uski, donc Uske Beuk, et en fait, Uski, c'est un diminutif qui veut dire tout simplement eau de vie. Donc, vous savez qu'on considère généralement le whisky comme eau de vie. Donc voilà, clairement, un produit qui est au cœur de la thématique de ce jour, même si aujourd'hui, quand on pense à whisky, on ne pense pas à la médecine. On comprend bien que dans la terminologie, le terme eau de vie se rattache clairement à une dimension médicinale. D'après vous, pourquoi? Quelle pourrait être la relation entre un produit du type whisky et la médecine? Oui? Parce que c'est tellement fort que... Exactement. Alors pourquoi c'est tellement fort? Je pose la question d'une autre manière. Si je prends des boissons plus anciennes, donc des boissons alcoolisées, on a bien évidemment la bière et on a le vin. On a des traces, comme quoi les Égyptiens connaissaient, maîtrisaient les techniques de fabrication de la bière et du vin. Qu'est-ce qu'il y a comme changement au niveau du produit, de la fabrication, entre la bière et le vin d'un côté et le whisky, les autres la distillation qui permet de faire monter considérablement le taux d'alcool. Et qu'est-ce qui se passe quand on consomme un produit qui est très fortement alcoolisé, contrairement à la bière ou le vin? Qu'est-ce qu'on a comme effet? On dilate les capillaires, on la chauffe. On la chauffe, exactement. Donc évidemment, on la chauffe pourquoi? Ça, je ne dirais pas. Parce qu'il y a une vasodilatation. Donc en fait, si je prends d'un côté le buveur de bière ou de vin, qu'est-ce qui se passe? Il boit une boisson alcoolisée, certes, mais à petite gorgée, et donc on a un enivrement qui est très progressif. Les eaux de vie, on les consomme comment? Cul sec. Donc vous imaginez qu'on a un produit qui est déjà nettement plus alcoolisé que la bière et que le vin, et en plus, on a
appris à le boire plus sec. Quel est l'effet qu'on recherche en buvant, en consommant un produit aussi hautement alcoolisé, de manière aussi violente, puisque plus sec, c'est quand même... Oui, écoute, fouet ça, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça... Essayez de vous mettre dans un contexte médicinal. Ça diminue la douleur. Pardon? On ne ressent plus la douleur. Ah, exactement. Donc, évidemment, on a un effet étourdissant, on a un effet anesthésique, et on a évidemment un effet d'euphorie qui permet évidemment, à une période où, je rappelle que les premiers usages des eaux de vie sont attestés dans des lieux bien particuliers, qui sont les... Pardon? Ouf. Après, les choses d'après. Aussi d'après. Qui sont les premiers à fabriquer les eaux de vie? Oui? Les moines. Où est-ce qu'ils produisent ça? Dans des abbayes, dans les monastères. On a deux eaux de vie d'ailleurs très célèbres, donc qui font référence clairement à leur lieu de production. On a encore la chartreuse, la bénédictine, je crois qu'on a des connaisseurs dans la salle, donc évidemment, on a clairement un lien entre les congrégations religieuses et la fabrication des eaux de vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les moines vont s'intéresser aux eaux de vie? D'ailleurs, pas qu'à ça, puisqu'on a des moines trappistes, donc qui sont aussi spécialisés dans la bière et le vin, mais pourquoi les eaux de vie? Ah, exactement, ils soignent. Et qu'est-ce qu'ils ont pour soigner? Qu'est-ce qu'ils ont pour atténuer la douleur des malades? Des plantes, mais les plantes, elles ont, on va le voir plus tard, des propriétés curatives, mais évidemment, quand on ne peut pas soigner ou quand la douleur est insoutenable, on n'a pas tout l'arsenal de produits que l'on a aujourd'hui pour endormir, pour atténuer la douleur. Donc évidemment, les eaux de vie sont un moyen... pardon? C'est un anesthésiant, un analgésique, exactement. Donc ça permet véritablement de soigner. Et évidemment, on va revoir un peu plus tard au cours de l'activité que la notion de bouffée de chaleur que l'on a lorsqu'on consomme ces eaux de vie n'est pas tout à fait anodine, puisqu'il y a un rapport qui lui est hérité de la médecine grecque. Donc évidemment, on reviendra sur ce point, mais donc je vais évidemment commencer par un produit qu'évidemment on n'a pas tellement l'habitude de voir le whisky aujourd'hui. On va voir un whisky, on dit pas je vais le soigner, mais évidemment, à l'origine, c'était sa première destination, comme la plupart des eaux de vie qui aujourd'hui sont plutôt associées au cocktail et pas tellement, je dirais, à la guérison ou à la médecine en tant que telle. Alors, on va rester un petit peu dans le même sillage, mais avec un autre produit que vous connaissez très très bien, mais encore une fois dans un contexte, voilà. On n'était pas loin quand même. C'était une boiserie, c'était le chêne.
C'est un peu de coca, sinon. On a fait structural work. Voilà. On a établi les personnes. Oui, c'est sûr que le carton est passé. Est-ce que vous étiez servi? Ah d'accord, ça va, parfait. Ok, donc je ne sais pas si cette odeur vous rappelle quelque chose, si elle vous est familière. Les bonbons en coca. Les coca. Oui, alors chacun a évidemment le plus proche de cette impression quand on mange les bonbons qui sont aromatisés au coca. Très bien. Alors, ça peut sembler bizarre comme activité. On vous a parlé dans la brochure de parfum lectine, ça commence avec un whisky coca. Vous ne vous êtes pas trompé du tout, je vous rassure. Simplement que, contrairement aux idées reçues, le Coca-Cola n'est pas du tout une invention américaine. En fait, on n'en parle pas beaucoup dans les publicités de Coca-Cola, mais les origines du Coca-Cola, lointaines, remontent à la Grèce antique. Donc on va se replonger dans les banquets de l'Antiquité, et il y avait une pratique très courante au cours de ces banquets qui consistait tout simplement à servir des vins, ça on s'en doute, mais c'était des vins un peu particuliers, c'était des vins aromatisés, et on les appelait par un terme que certains connaissent peut-être. Non, ce sont des hypocrates, un terme évidemment qu'on n'utilise plus tous les jours. Et que sont les hypocrates? Eh bien, en fait, les historiens se disputent un petit peu à ce sujet pour savoir s'il s'agissait véritablement d'épicer et d'aromatiser les vins, ou s'il s'agissait de corriger des vins qui n'étaient pas vinifiés dans des conditions optimales. Toujours est-il que ces vins étaient en fait des vins dans lesquels on avait fait bouillir des épices. Alors, on a deux héritages de cette tradition. On a le vin chaud qu'on retrouve sur le marché de Noël, enfin pas que sur le marché, mais surtout en hiver, et en particulier sur le marché de Noël, et on a le Coca-Cola. C'est vrai que quand on voit ces deux produits, on ne voit pas vraiment le lien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'évidemment, cette tradition va se perpétuer. Donc je parle là des vins épicés, qui sont donc des vins médicinaux, puisque les épices, on va évidemment revenir plus précisément sur cette dimension, on utilise évidemment des épices qui vont avoir des propriétés médicinales, tantôt digestives évidemment, puisqu'on est l'heure de banquets, donc, qui sont quand même des repas assez chargés, donc on suppose qu'il y avait une volonté évidemment de faciliter la digestion, mais il y avait aussi l'idée d'éviter de tomber malade, tout simplement parce que les maladies dans ces régions à cette époque étaient évidemment extrêmement nombreuses et faciles à attraper, surtout par le biais de la nourriture. Et il y a un certain personnage qui est justement tombé dans l'oubli, qui est un certain Mariani, qui est d'origine corse, et qui se dit, vers la fin du XIXe siècle, il se dit que ce serait intéressant de relancer cette idée d'Hippocrate, donc de vins médicinaux,
mais avec des bons vins, puisque dans l'Antiquité, l'unification n'était pas toujours optimale. Il se dit, je vais en faire un produit de luxe, je vais en faire un produit d'exception, donc il va s'adresser à des grands négociants à Bordeaux. Évidemment, les négociants sont très contents qu'on leur achète leur vin, et en dehors du fait que ce monsieur a une culture du produit, donc il met au point des vins médicinaux extrêmement bons, c'est quelqu'un qui a un sens extraordinaire du marketing avant que le mot marketing existe, et il a une technique extraordinaire, c'est qu'il envoie des bouteilles de son vin, donc c'est le vin Mariani, il envoie ça à toutes les stars, les pitchers, comme on dit aujourd'hui, et il envoie des caisses au président des États-Unis, à toutes les grandes chanteuses, à toutes les stars de l'époque, et évidemment ces gens vont parler de son vin, et son affaire va exploser, ça va devenir véritablement une boisson avec un succès mondial. Et qui dit mondial dit surtout Amérique, puisque ce monsieur va surtout développer son commerce outre-Atlantique, et bien évidemment, les États-Unis, comme vous le savez, vont être touchés par une vague anti-alcoolique qu'on appelle la prohibition. Et donc, malheureusement, cette période va semer le glas de son commerce florissant, et là, il y a un personnage qui lui est rentré dans l'histoire, qui est ce fameux pharmacien Pemberton, d'Atlanta, qui va en fait récupérer l'idée de notre Mariani, mais en se disant, on va l'adapter au goût du jour, c'est-à-dire en faisant un vin médicinal, mais sans alcool. Et donc, au début, il concocte une formule, inspirée évidemment des vins de Mariani, et en fait c'est une espèce de sirop obscur, une espèce de mélasse que certains consomment, mais vraiment de manière très confidentielle, et le succès va venir par le fait qu'on va lui suggérer de mélanger son sirop avec de l'eau gazeuse, et là évidemment on se rapproche du Coca-Cola tel qu'on le connaît, et par la suite on va lui proposer, et c'est ce qui a vraiment fait la force du Coca, c'est que le vin qui était proposé par Mariani, on le buvait comme du vin, donc à température, je dirais chambrée, tandis que là, Pemberton va avoir une idée de génie, il va se dire aux États-Unis, et aux États-Unis, il y a une tradition qui est la tradition du glacé, qui est quelque chose qui est venu ici. Donc, par exemple, pour la petite histoire, l'ice tea, une boisson célèbre, évidemment, ce ne sont pas les Américains qui ont inventé le thé, mais c'est le thé a été percé, je dirais, aux États-Unis par le fait qu'on a eu l'idée de le glacer. Donc, le succès du Coca-Cola vient évidemment de cette formule, avec des propriétés curatives, le fait que ce soit un soda, donc une boisson pétillante, et qu'elle soit servie de manière glacée. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà été aux États-Unis, ceux qui iraient aux États-Unis en hiver, vous ne serez pas surpris de voir des Américains boire des boissons glacées en plein hiver, de neiger dehors, les gens glacés en toute saison. Donc, ça explique le fait que la plupart des grandes marques de glace aujourd'hui soient américaines et que la plupart des marques de soda soient également américaines. Donc voilà pour resituer notre fameux Coca-Cola qui donc est un lointaine réminiscence des banquets de l'Antiquité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on attaque le Coca-Cola à de nombreuses reprises parce que c'est vrai qu'au niveau diététique, c'est pas extraordinaire, c'est une boisson extraordinairement sucrée. Pourquoi sucrée? Quelle idée? Pourquoi on dit toujours que le Coca c'est trop sucré? Pourquoi? Parce qu'on aime le sucré. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à sucrer tellement une boisson? Pour cacher le goût. Non. Pour être la fixe. Dépendant. Il y avait de la cocaïne avant, ça rend dépendant. On a enlevé la cocaïne Coca-Cola. Le sucre. Oui, alors c'est vrai que ça donne encore plus soif, mais
en fait, c'est directement lié au fait que le Coca-Cola doit être servi glacé. Donc, la glace a un effet anesthésiant sur la langue, et donc, pour avoir cette impression de sucré quand on boit, il faut évidemment sursucrer la boisson pour avoir ce plaisir sucré, sinon l'impression que la boisson est tout à fait insipide. Et donc, évidemment, si vous faites l'expérience avec une glace, si vous la laissez fondre, c'est presque immangeable parce qu'évidemment, à température ambiante, c'est beaucoup trop sucré, alors que cette concentration en sucre se justifie pleinement quand on est à une température très très basse, parce qu'évidemment, le froid anesthésie la langue, et donc on a évidemment un besoin d'augmenter la quantité de sucre. Alors, reprenez la mouillette maintenant du Coca-Cola, et on fait les apprentis parfumeurs. Dites-moi un petit peu ce que vous trouvez là-dedans. Citron, très bien. Donc on a des agrumes dans le Coca-Cola, et on a une note. Quelle est partie dans le Coca-Cola? Caramel. Oui, du caramel, on sent que ça a une note très gourmande, très gustative, on sent qu'il y a quelque chose qui a été... exactement. Il y a plein de cannelle. Et donc, le Coca-Cola, et ça c'est une des preuves, c'est que alors, j'ai pas toute la formule du Coca-Cola, on connaît une grande partie, et une très grande partie de la formule, donc en dehors du sucre, donc ce qui donne le goût du Coca-Cola, ce sont des épices. Et donc ça prouve bien que la source d'inspiration du fameux Pemberton, ce sont évidemment les Hippocrates de la Grèce antique, parce que évidemment les épices, et on va y revenir directement, sont évidemment des produits qui ont une propriété similaire à l'essence que nous avons vue précédemment. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé du whisky, on a dit que le whisky ça chauffe. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on consomme des épices? Ça chauffe aussi. Et quel est l'intérêt d'avoir des produits qui chauffent lorsqu'on veut se soigner? On peut, oui, ça pourrait atténuer la douleur, mais en fait, pour rester tout à fait dans cette culture grecque et dans ce développement des Hippocrates dans la Grèce antique, en fait, on servait ces vins médicinaux, donc ces vins épicés, pour une raison très simple, c'est que les médecins grecs ont une théorie qui peut paraître un peu simpliste aujourd'hui, c'est le fait que, pour eux, une personne qui est malade se situe du côté du froid et de l'humide. Et donc, quel est le rôle d'un médecin, d'un médicament? Eh bien, c'est de chauffer, c'est-à-dire de ramener le patient vers le sec et le chaud. Et donc, instinctivement, on va s'orienter vers ce qui chauffe, vers ce qui ramène le feu de la vie, c'est-à-dire l'alcool et les épices. Donc là, on a vraiment les deux qui sont clairement liés dans ces Hippocrates. Donc, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ça comme quelque chose d'assez trivial, mais à l'époque, le fait d'avoir quelque chose qui chauffe est une garantie que l'on va se soigner parce qu'on sent véritablement qu'on va ranimer le feu de la vie grâce aux épices. D'ailleurs, quand on voit encore aujourd'hui certains menus dans des restaurants asiatiques, on voit que quand c'est épicé, on a soit des petits pilons, soit des petites flammes, carrément, pour montrer vraiment que ça explose, que ça brûle. Et donc, c'est vraiment une particularité des épices. Donc voilà, pour un petit peu commencer en beauté, donc le whisky coca, on va passer à d'autres choses, je vous rassure. On va passer à une note qui va vous sembler un petit peu moins évidente. Parce qu'on les met dans des péchés. D'autre part, le vin aussi, on mettait dans des péchés. On ne sait pas. Oui, mais le premier, monsieur et moi, on a senti aussi du vieux bois.
dépend si vous avez l'habitude. Si on envoie la main, on connaît pas d'autres. Ben non, voilà. On va en voir quand on va rentrer. Il peut y avoir une dégustation. Oh là là, ça sent loin. Une parisienne. Quand ça passait de noix. Alors, là c'est une note assez déstabilisante parce qu'elle a plusieurs facettes olfactives. Alors, j'aimerais que vous me disiez ce que ça vous évoque quand vous sentez cette note. La noix. La noix. La noix, très bien. Donc, on sent un côté de noix, de fruits secs, très bien. Quoi d'autre? Un sirop, donc un côté un peu sirupeux, oui. L'alcool. Alors j'ai mis l'alcool, là c'est pour une fois, on va quitter les boissons alcooliques, on va les laisser de côté, mais on a un petit peu cette impression d'alcool simplement parce que c'est un produit qui est très concentré, donc j'ai dû l'allonger sur de l'alcool. Oui, on peut retrouver ça un petit peu dans l'immortel. Alors, je ne sais pas si vous retrouvez un peu ce côté cassonade. Donc on a ce côté noix, cassonade, mais un petit peu à côté céleri. Hein? Donc vous voyez que ça part un petit peu dans plein de directions. Et en fait, au-delà de ces facettes que je viens de vous évoquer, donc la noix, le céleri et la cassonade, vous allez sentir quelque chose qui, cette fois, devrait vous être peut-être un peu plus familier, en tout cas qui devrait plus vous parler. On a une note qui rappelle un peu le... Oui, on a tous l'impression de quelque chose de cuit, de torréfié. Oui, un peu caramélisé, c'est ce qu'il a un côté sirupeux, caramélisé. Chicorée, oui, on trouve un peu cette impression de chicorée, de cassonade, tout à fait. Alors, ce que vous sentez derrière cette note qu'on retrouve dans certains currys. Voilà. Donc, en fait, vous allez sentir progressivement une note épicée qui va finir par s'épanouir. Et il s'agit évidemment clairement d'une épice. Et pourquoi je la fais sentir? Parce que c'est une épice qui est très utilisée, que vous avez bien consommé des dizaines, des centaines de fois. Mais quelle particularité? C'est que c'est une épice qui est toujours vendue moulue. Donc c'est pas une épice qu'on visualise très clairement. Par exemple, si on prend la cannelle, on voit clairement les bâtons de cannelle, on voit ce que c'est.
Là, c'est une épice qu'on vend en poudre, tout simplement parce qu'elle se présente sous forme de boules noires très dures à écraser. Donc, en général, on les vend moulues parce qu'il faut vraiment un matériel particulièrement robuste pour le moudre chez soi. Et c'est une épice, outre le fait qu'on la vend en poudre, on la consomme rarement seule. Donc, on la consomme souvent sous forme de mélange. Et on va retrouver dans la composition des currys, puisqu'il n'y a pas le curry, c'est un terme générique pour des mélanges d'épices, dans les chutneys et dans les pickles. Alors, je vais vous donner le nom de cette épice, parce que sinon, vous allez être tout à fait déstabilisé. Donc, il s'agit du fenugrec. Et le fenugrec est... le fenugrec est une épice, bien entendu, qui est cultivée, bien entendu, en Inde, mais pas uniquement, et qui va être énormément consommée en Inde et intégrée dans la cuisine indienne. Alors là, on rentre véritablement dans une dimension. J'ai commencé avec les boissons, et maintenant qu'on a commencé gentiment avec l'apéritif, on va passer un petit peu au plat de résistance. Et moi j'aimerais savoir, je suppose que vous avez déjà toutes et tous eu l'occasion de consommer de la cuisine indienne. Il y a quand même un trait particulier dans la cuisine indienne. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme trait caractéristique? C'est fort épicé. C'est une cuisine Fort épicé. Épicée, fort épicée, ça dépend un petit peu des régions. Pimenté, épicé. Et pourquoi est-ce que les Indiens s'amusent à pimenter ou à épicer leur cuisine? Désinfecté. Pardon? Désinfecter quoi? Conserver, c'est cher pour un conservateur, parce que le sel conserve très bien. Détoxifier. Pardon? Alors, il y a deux éléments dans l'alimentation. Il y a d'une part les aliments, et d'autre part, il y a le consommateur. Le fait de s'alimenter, c'est la rencontre, bien entendu, d'aliments qui sont préparés et de son consommateur. Alors, quel est l'intérêt, je pose la question dans le sens, quel est l'intérêt pour des gens de consommer des plats épicés? Vérifier. Pardon? Ah, ça c'est une piste. Alors, on revient là clairement, puisque j'avais dit qu'on allait faire un voyage et dans le temps et dans l'espace. Donc ici, on va un petit peu se déplacer. On a commencé en Écosse, avec le whisky. On est passé par les États-Unis et maintenant, on va se resituer, bien entendu, en Inde. Et l'Inde a une tradition très ancienne qui ne s'applique pas que à la cuisine, qui est l'Ayurveda. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce terme un peu ésotérique. Oui. Alors, qui sait quelle est la signification? Parce que maintenant, c'est un peu un terme devenu à la mode, et j'entends, il y a même des marques de cosmétiques ayurvédiques, donc on fait de l'Ayurveda même pour les cheveux, la peau. Qui parle sanskrit dans l'assistance? Personne. Alors, qui a une idée de ce que pourrait signifier Ayurveda? La vie, on n'est pas loin. C'est aussi une philosophie. En fait, la traduction littérale de Ayurveda, c'est la science de la longévité. Donc, en fait, très simplement, la médecine indienne s'applique à l'ensemble, donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une médecine holistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a mal au ventre, on va chez un gastro-entérologue, le gastro-entérologue, il analyse et prescrit des médicaments. Quand on a un problème à telle partie du corps, on va chez un médecin. Quand on ne se sent pas bien, on va chez le psychologue. Et donc on a comme ça toute une médecine très parcellisée, très spécialisée. Or, les Indiens ont une approche tout à fait holistique. Et ils ont très bien compris, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont très à la mode et qu'ils ont été beaucoup récupérés, c'est que, évidemment, quelque part, ça ne sert à rien d'aller chez le médecin, dans le sens où
quand on va chez le médecin, c'est que quelque part, dans notre vie quotidienne, il y a quelque chose qui a été mal fait. Donc pour eux, la médecine est quelque chose qui se cultive quotidiennement. Et qu'est-ce que l'on fait quotidiennement? Eh bien, on mange. Donc on commence, bien entendu, par l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment la clé de voûte de la médecine ayurvédique, c'est, bien entendu, d'utiliser un certain nombre d'ingrédients qui, bien entendu, vont avoir, qui vont donner du plaisir gustatif. Il ne s'agit pas de faire des plats curatifs ou médicinaux qui soient immangeables et qui aient des propriétés. Donc il s'agit d'associer, bien entendu, le plaisir gustatif. Il faut avoir donné envie de manger, mais il s'agit de considérer que le corps est en fait une machine qui doit être entretenue quotidiennement et qui va littéralement distiller tous les bienfaits des épices aux différents organes pour les maintenir en bonne santé. Alors, ça a l'air très joli tout ça, on se dit c'est merveilleux comme philosophie, mais si on regarde un petit peu notre cuisine, on n'est pas du tout dans le même héritage. Je vous rappelle, bon, évidemment les choses ont évolué au cours du temps, que, en tout cas, dans nos régions, on est un petit peu les héritiers de la cuisine française, et qui dit cuisine française dit gastronomie, qui dit gastronomie dit cours de Louis XIV. Et quelle est la particularité de cette cuisine? Qu'est-ce qui est flagrant dans cette cuisine française? Elle est très riche. Pourquoi? Oui, alors il y a une diversité d'aliments, tout à fait. Donc il y a évidemment beaucoup d'aliments, mais le côté riche, donc il y a la diversité. Il y a aussi un autre élément qui d'ailleurs crée beaucoup de polémiques à l'heure actuelle. L'huile et voilà, donc c'est une cuisine très grasse. C'est pas du tout en fait une cuisine diététique. C'est même tout le contraire d'une cuisine diététique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une cuisine spectacle. On est dans une cuisine de cour où on reçoit en grand pot des invités, des courtisans. Il s'agit d'épater la galerie. Donc, ça veut dire que, évidemment, il faut que ce soit très bon pour que les gens soient émerveillés et que, évidemment, ils ne fassent que des éloges à propos de la cour de Versailles. Mais il s'agit également d'avoir une cuisine qui soit belle à regarder. Donc, on va utiliser une quantité de sauce à base de beurre. Je vous ai parlé de toutes les préparations qui utilisent des crèmes, des beurres, tout simplement parce qu'il y a un côté luisant. Il y a un côté beau à regarder, qui peut paraître un peu absurde, mais qui est encore resté dans nos traditions et qui font qu'évidemment, aujourd'hui, maintenant, les diététiciens se penchent un peu sur toutes ces recettes traditionnelles et se disent, mais c'est totalement insensé de d'un point de vue diététique. On n'a pas du tout besoin, surtout dans le mode actuel, dans le mode de vie que l'on a actuellement, on n'a pas besoin de tant de graisse, on n'a pas besoin de tant de laitage, etc. Donc, c'est vrai que quand on prend ces deux traditions culinaires et qu'on les compare, on voit évidemment que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes et que les résultats ne sont pas du tout les mêmes. C'est qu'évidemment, dans la cuisine ayurvédique et dans la médecine et dans la conception ayurvédique, quelque part, quand quelqu'un va chez les médecins, c'est un échec. Ça veut dire que tout le côté préventif qui a été mis en place pour que les gens restent en bonne santé n'a pas fonctionné, et là, alors, on va chez le médecin. Tandis que, évidemment, avec une médecine et une cuisine comme celle de la cour de Versailles, il est évident que la préoccupation n'est pas du tout la santé. La préoccupation, c'est de se faire plaisir, d'épater la galerie, bien entendu, et donc on a là clairement des objectifs différents qui vont donner des résultats totalement différents. Donc voilà pour cette fameuse essence de fenugrec que vous avez déjà consommé maintes fois sans le savoir. Oui. Oui, certainement. Donc ça s'écrit en un seul mot. Fenugrec. Et c'est comme ça, je vous donne le nom. Voilà. Oui, c'est d'origine indienne, et on le cultive également en Europe maintenant.
Et donc c'est vraiment une plante emblématique de la botanique indienne et de la cuisine indienne. J'ai une question, monsieur. En quoi est-ce que le piment, la cuisine pimentée des Indiens était bonne pour le corps? Alors, évidemment, les épices, j'allais revenir parce que vous avez tout à fait raison, j'ai pensé évidemment à la suite. Donc évidemment, les épices, donc comme je disais, de manière empirique, on sent que ça chauffe, que ça pique, et donc, comme je disais, ça ramène le feu de la vie. On se rend compte de manière très claire que les épices sont notamment, quasi systématiquement, d'excellents bactériostatiques, des bactéricides. Donc ça veut dire très clairement que lorsqu'on consomme un plat épicé, on a la garantie, outre le plaisir gustatif, on a la garantie de ne pas tomber malade. J'ajoute également, on parlait de conservation, il y a une question cruciale dans des régions comme l'Inde, c'est qu'avec des climats chauds, souvent humides, on est dans un contexte qui favorise évidemment la prolifération de bactéries qui peuvent évidemment être pathogènes, donc être à la base de maladies. Donc, on pourrait faire un simple parallèle avec quelque chose qui est peut-être plus proche de nous. On a une animation sur la bière et on a demandé pourquoi est-ce qu'on utilise du houblon dans la bière. Parce que c'est vrai que les gens qui n'aiment pas le goût du houblon, c'est une espèce d'amertume qui n'est pas toujours très agréable pour certains. Et en fait, le rôle du houblon dans la bière est le même que les épices dans la cuisine. C'est un bactériostatique, donc évidemment, c'est un moyen de conservation de la bière. Ça clarifie la bière au passage, mais c'est évidemment aussi une manière de conserver la bière dans de bonnes conditions. C'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. C'est paradoxal de payer pour se nourrir et tomber malade. Donc évidemment, il y a une certaine garantie quand on sent le côté épicé dans un plat, on se dit là je suis tranquille, je peux évidemment manger en toute quiétude. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, mais on va revenir sur cet élément un petit peu plus tard. Alors, on va continuer avec
Vous avez eu? Alors, je ne sais pas si... Ah, alors, évidemment, c'est une odeur assez familière, en tout cas qui est devenue familière. Oui, mais quel nom? Non. Alors, c'est une menthe qui est souvent confondue avec la menthe poivrée. C'est une menthe très très utilisée, qui est beaucoup plus... C'est de la menthe. Couillot, voilà. Donc ça semble un peu étrange comme nom, mais donc c'est la menthe couillot qui est très utilisée en confiserie et en confiserie, donc évidemment pour les dragées, les bonbons, pour les sirops et pour les... Pas de marque, les dentifrices et les liqueurs. Donc on va évidemment faire des différentes préparations alcoolisées. Alors, on a déjà un petit peu abordé ce monde de plantes aromatiques avec le fenugrec, et il y a une différence assez marquée entre le fenugrec et la menthe au niveau géographique. Vous avez dit au début qu'on avait travaillé dans le temps et dans l'espace. Ici, on est clairement dans une différence d'espace. Quelle est une des définitions en fait des épices? Voilà, exactement. Ce sont systématiquement des plantes aromatiques qui viennent d'Orient ou d'Extrême-Orient. A contrario, on a ici des plantes aromatiques qu'on appelle d'ailleurs régulièrement plantes médicinales et qui ont, elles, également dans des propriétés souvent similaires aux épices, mais qui se caractérisent par le fait qu'elles sont de nos régions. Et donc très tôt, on va revenir un petit peu à ce que je vous disais au début, qui va cultiver la menthe? Les moines. Et je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de visiter des jardins médiévaux, donc dans les abbayes. Qu'est-ce qu'on a au cœur de l'abbaye et donc dans ce jardin? Le jardin des simples. Pardon? Oui, donc on a le jardin des simples. Qu'est-ce que ça signifie, ce jardin des simples? Voilà, ce sont évidemment des plantes médicinales qui sont utilisées dans les monastères, dans les hospices, et qui vont, et là je reviens au whisky et aux eaux de vie, quelle est une des particularités des eaux de vie, outre le côté alcoolique qu'on a évoqué? Qu'est-ce qu'on fait également lorsqu'on a ces boissons en alcool? On va leur donner du goût, exactement, et on va leur donner des propriétés digestives, oui, ça c'est, si on veut, mais on a des propriétés médicinales. Donc on va, je reviens à ce que je disais par rapport à la chartreuse, à la bénédictine, ce sont des eaux de vie qui sont évidemment, en général, ce qu'on appelle des alcoolats, donc c'est-à-dire qu'on va véritablement mettre en macération pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, des plantes aromatiques ou des plantes médicinales qui vont se combiner à l'effet de l'alcool. Donc on va avoir une conjugaison du très haut degré d'alcool qui désinfecte, on va parler évidemment de toutes ces propriétés de l'alcool par rapport au whisky, et on va venir rajouter cela avec un mélange de plantes aromatiques telles que la menthe, pas uniquement, mais notamment. Et psychologiquement, c'est quelque chose qui est resté dans nos mémoires. Lorsqu'on utilise aujourd'hui un dentifrice, pourquoi est-ce qu'on met de la menthe? Alors, je vais excusez-moi, de passer du dentifrice au détergent.
même s'il y a quelques points communs, pourquoi est-ce que l'on va parfumer un détergent? Quelque part, le détergent, voilà, il y a des chimistes qui mettent au point une formule qui va dégraisser. Et je peux vous garantir que ça sent pas bon du tout. Mais c'est très efficace, ça fonctionne parfaitement. Qui achèterait un détergent qui ne sent pas bon? Pour que ça sente le propre? Exactement, exactement. Donc, on est conditionné à avoir une odeur de propre, qui est d'ailleurs très variable d'un pays à l'autre. Hein, si vous, par exemple, vous allez en Italie, la notion de propre est associée aux agrumes. Par contre, si vous allez en Allemagne, c'est plutôt les notes de conifères qui sont associées à la propreté. En tout cas, très clairement, on a des notes donc, qui a bien entendu à l'origine des propriétés médicinales, mais qui, aujourd'hui, on n'a pas absolument besoin de la menthe pour désinfecter la cavité buccale, on est bien d'accord. Mais par contre, si on n'avait pas ce goût de menthe, cette odeur de menthe, on ne serait pas rassuré, on n'y croirait pas. On se dirait, mais ce dentifrice ne fonctionne pas, j'ai pas l'impression de fraîcheur quand j'ai fini mon brossage, donc ce dentifrice n'est pas bon. Alors qu'il pourrait fonctionner très très bien sans ce goût de menthe. Et donc, on a toutes sortes de produits qui sont évidemment utilisés de manière courante, qui vont être parfumés, aromatisés à la menthe, parce que, de manière inconsciente, on est conditionné à associer la propreté, l'hygiène à la menthe, et c'est quelque chose évidemment qui est très ancien, et donc qui remonte à ces traditions monastiques où on préparait toutes sortes de substances. Alors je garde les termes un petit peu mystérieux parce que je voudrais vraiment vous faire sentir une de ces fameuses substances complexes. Et je vais... Voilà, elle est ici, en plus c'est une très belle couleur. Vous avez tout su par là? Ok, donc je passe.
Merci. Oui. Tout le monde a reçu. Ça sent le dentiste. Le clou de girofle. Ouais. Ça sent le dentiste. Alors, il s'agit d'une composition. Et je vais voir, parce qu'il y a plein de choses là-dedans, je vais voir comme ça si vous arrivez un petit peu à cerner. Ça va, non? Il y a la muscade. Il y a l'anis. Cannelle, tout à fait. Il y a le clou de girofle. Pas de la bergamote. Il y a la cardamome. Oui, ça se voit. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Le dentiste. Alors, d'un côté, il y a évidemment le mélange d'épices qu'on trouve dans le vin chaud, et on sent que toutes ces épices, toutes ces plantes aromatiques font en fait partie de ce que je voulais vous expliquer. Ce sont les fameux élixirs. Alors, les élixirs, de quoi s'agit-il? D'où vient ce mot élixir? De quelle langue? Arabe. Arabe. Voilà. Alors, en fait, vous avez dit qu'on allait. Donc, en fait, c'est un terme arabe. Donc, ça s'écrit, je vais l'écrire en arabe et puis en fond. Donc c'est al-iksir. Alors, donc el, ce qu'on entend en français, el, c'est en fait une arabisation d'un terme grec, xéron, donc el-xéron, el-iksir, et xéron en grec, ce sont les médicaments à base de poudre sèche. Donc en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de préparations, la plupart du temps alcooliques, qui sont faites par macération de poudre sèche, donc de végétaux séchés, la plupart du temps des épices et des plantes aromatiques, qui sont réalisées dans les monastères. Donc évidemment, systématiquement, lorsqu'on va, je parlais du jardin des simples, on va évidemment avoir des préparations. Chaque congrégation, bon, on a évidemment la chartreuse bénédictine, et on a évidemment une quantité d'autres qui vont se forger une réputation grâce à la confection d'un élixir qui chaque fois aura des propriétés selon les composants qui entrent dans la formule. Alors évidemment, c'est un thème qui fait rêver, parce que d'abord, ce sont des médicaments, ce sont des espèces de médicaments, mais surtout que le fait que ce soit les Arabes qui aient mis au point ce terme de al-iksir n'est pas anodin, puisque on se retrouve par la suite dans un terme élixir qui va changer de signification, notamment grâce aux alchimistes. Et quel est l'objectif des alchimistes, qui ne sont pas très loin des parfumeurs d'ailleurs? La pierre philosophale. Alors, quel est l'objectif des objectifs? C'est quoi cette pierre philosophale? Transformer le plomb en or. Oui. Alors, c'est évidemment de transformer le plomb en or. Ça, c'est évidemment, je dirais, la face émergée de l'iceberg. Mais, quelque part, il y a quelque chose qui obsède les alchimistes. L'immortalité. Exactement. Et donc, au travers de toutes ces pratiques ésotériques, l'objectif des alchimistes est évidemment de trouver un moyen qui permet d'atteindre l'immortalité, ou en tout cas de parvenir. Voilà, exactement. Donc on va essayer par tous les moyens de maintenir la vie,
Donc quelque part, c'est clairement une tradition et une pratique médicale, je dirais presque d'avant-garde pour l'époque, qui consiste à trouver toutes sortes de substances qui vont empêcher la dégradation du corps et empêcher évidemment de mourir, donc d'atteindre cette immortalité grâce à des substances magiques précieuses qui sont évidemment souvent l'objet d'expérimentations très ésotériques, bien entendu, mais donc qui ont pour objectif de soigner, de maintenir en vie et d'atteindre, in fine, véritablement l'immortalité. Donc évidemment, aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire, plus personne n'imagine se soigner ou atteindre l'immortalité en consommant un élixir quelconque dans une abbaye. Ça fait plus partie du plaisir du voyage aujourd'hui. Il faut imaginer que la valeur symbolique qui est associée aux élixirs est le fait qu'à l'époque, on n'avait que ça. Et que c'était véritablement un produit qui était chargé de symboles et chargé d'espérance, parce que ceux qui se rendaient dans certaines abbayes venaient avec une maladie bien précise et espéraient en sortir guéris grâce à tel ou tel élixir. Donc il s'agit véritablement, aujourd'hui on va à la pharmacie, à l'époque on allait dans telle abbaye ou dans telle congrégation parce qu'ils avaient confectionné un élixir qui était censé apaiser tel type de douleur, ou surtout qui était capable de soigner telle ou telle maladie ou telle affection. Oui. La légende de Gilgamesh, oui, tout à fait. Ça, c'est une très longue histoire. On peut évidemment en reparler. Mais donc, bien entendu, je voulais insister sur cette notion d'élixir. Donc, je vous ai recomposé grâce à des formules secrètes sur lesquelles j'ai pu jeter un coup d'œil. Donc, vous recomposez un élixir dont je ne citerai pas le nom, mais donc qui montre clairement qu'on sent évidemment tout ce mélange d'épices, d'aromates et également d'agrumes, puisqu'on utilise souvent les agrumes pour donner un peu de peps à ces compositions. Vous avez déjà remarqué que dans le Coca-Cola, on avait déjà des agrumes avec du citron vert. Donc ici, on va retrouver souvent des écorces d'orange, parce que sinon on aurait un produit qui est très plat, très sirupeux et un petit peu difficile à avaler. Alors, pour continuer, je voulais vous faire sentir une note qui peut paraître banale, mais qui est très importante.
Ça semble évident. C'est la lavande. Alors, la lavande, évidemment, elle a un nom très particulier. Et on oublie souvent de faire le lien entre son nom et l'usage qu'on en fait. Qu'est-ce que ça veut dire lavande? Laver. Hein, ça vient de laver. Et évidemment, qu'est-ce que ça signifie laver? Ça enlever les saletés. Alors, il y a un double aspect. Il y a le fait, bien entendu, d'enlever visuellement la saleté. Hein, on peut avoir un certain nombre de traces de choses. Et d'autre part, on a le fait de désinfecter. Et je ne sais pas si vous entendez. Vous voyez que la lavande est une note en fait assez complète. Vous sentez les notes de foin. Hein, on a tous cette impression de foin qui est donnée en fait par les branches de la lavande. Et on a une note très caractéristique qui est une note que l'on appelle camphrée en parfumerie. Alors qu'est-ce que c'est cette note camphrée? C'est cette note que l'on retrouve bien entendu dans la lavande, et ici elle est enveloppée avec une note un petit peu florale, donc ça donne un côté un peu moelleux, mais c'est cette note typiquement désinfectante que l'on retrouve dans le romarin, dans l'eucalyptus, dans la sauge. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme exemple de note camphrée? Le camphre, bien entendu. Donc en fait, le camphre tient son nom d'un des sources de camphre, c'est le camphrier du Japon, qui est un arbre qui est de la même famille que la cannelle et qui produit une substance blanche, hein, sous forme de cristaux, qu'on appelle le camphre. Et le camphre est évidemment régulièrement utilisé comme... Dans quel contexte est-ce que vous utilisez du romarin, par exemple, ou de l'eucalyptus, pardon? Vous pouvez voir, si vous allez dans un bar turc, on a évidemment de l'eucalyptus qui est clairement utilisé pour les voies respiratoires. Donc évidemment, on va avoir, grâce à la lavande, un effet désinfectant du linge par la présence de camphre, mais également, on va avoir, par cette note, encore une fois, on est conditionné psychologiquement à associer la propreté à la lavande. On a encore des petits sachets de lavande qu'on met dans le linge, enfin, ça rappelle plutôt les grands-mères, mais évidemment, on a encore beaucoup de produits liés au nettoyage du linge qui sont automatiquement parfumés à la lavande, non seulement parce que ça rappelle la Provence et que c'est très sympathique, mais surtout parce que pour nous ça sent le propre, alors qu'a priori, je veux dire, on pourrait nettoyer sans avoir recours à la lavande en tant que tel. On a des savons très efficaces qui permettent d'éliminer les saletés, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la lavande va marquer le retour à la mode, entre guillemets, d'une discipline très ancienne, qui maintenant est connue universellement, c'est l'aromathérapie. Alors l'aromathérapie, on en a évidemment bien parlé, donc depuis l'Antiquité, on se rend compte que les plantes aromatiques, les épices, ont des propriétés médicinales très fortes. Je ne vais pas vous faire la liste, les antistomachiques, les carminatives et autres propriétés. Mais évidemment,
c'est un produit, c'est une discipline qui va un petit peu tomber dans l'oubli, tout simplement parce que qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire de la médecine? Les produits chimiques. Oui, mais qu'est-ce qu'il va y avoir quand même? Oui, ça fait partie de l'industrialisation, il va y avoir quand même le développement de la science, de la chimie, de la médecine. Et ça va amener quoi? Ça va amener le développement pas de médicaments, de nouvelles molécules qui sont développées pour... alors parfois ces molécules sont inspirées de la nature, parfois pas du tout. Et on va avoir un parfumeur, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment comme ça, un parfumeur qui, malheureusement, ça arrive très souvent dans les laboratoires de parfumerie, il y a une incendie qui se déclenche dans son laboratoire et il se brûle la main, très sérieusement même, et donc dans la précipitation, on va essayer d'éteindre évidemment autant que rapidement possible, mais il s'est brûlé la main très sérieusement, et donc, je ne sais pas si c'est les gens, enfin, toujours est-il qu'il va, dans la précipitation, prendre le premier flacon qui tombe sous la main, c'est un flacon lavande, et l'essence de lavande, et il verse directement l'essence de lavande sur sa brûlure, et par miracle, il se rend compte que la lavande a des propriétés antiseptiques et cicatrisantes exceptionnelles, et donc il se met à étudier les plantes à parfum et surtout les essences obtenues de ces différentes plantes à parfum. Ce monsieur, c'est René Galfossé, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, toujours est-il que c'est vraiment lui qui a relancé cette mode, puisque évidemment l'aromathérapie n'était jamais complètement disparue, mais a été souvent supplantée par une médecine et par une recherche pharmaceutique extrêmement performante, de plus en plus professionnelle, qui évidemment a eu tendance à balayer un petit peu toutes ces essences et tous ces produits qui faisaient un petit peu Moyen-Âge, Antiquité. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que certaines essences ont des propriétés tout à fait exceptionnelles, mais qu'elles sont bien évidemment limitées à certains types d'affections. Je prenais le cas de l'eucalyptus dans les peintures. On sait évidemment que ça purifie les voies respiratoires, que ça a un effet expectorant donc pour les sécrétions pulmonaires, mais évidemment on ne peut pas tout soigner avec l'aromathérapie. C'est évidemment un moyen souvent de prévenir, et on revient à ce que je vous disais au début, c'est qu'évidemment mieux vaut prévenir que guérir, et c'est vrai que les plantes à parfum et les épices ont un excellent rôle préventif, que ce soit sous forme de cuisine, que ce soit sous forme de boisson. Donc on va pouvoir prévenir un certain nombre de maladies, et effectivement, à un moment donné, aujourd'hui, ce serait peut-être un peu ridicule, c'est vrai que c'est très romantique de se dire je me soigne par les plantes et par les essences, ce serait évidemment ridicule à un certain stade de se priver de tous les progrès que la science a fait depuis. Alors, pour quand même ne pas complètement cracher, entre guillemets, sur l'aromathérapie en disant que quelque chose de dépassé, c'est que les recherches de ce monsieur Galfossé, qui a également développé une entreprise spécialisée dans l'aromathérapie, eh bien, finance des opérations de recherche en forêt amazonienne, notamment, mais partout dans le monde. Donc, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui de l'ethnobotanique. Donc, ils vont discuter avec les chamans, ils vont discuter avec les guérisseurs, et on se rend compte qu'il y a, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, des tas de plantes qui sont utilisées par des sociétés traditionnelles, qui ont des propriétés extrêmement puissantes, et qui ne sont pas du tout recensées, qui ne sont pas du tout étudiées. Et donc, c'est vrai que il y a des tas d'épices que l'on connaît depuis très longtemps, qui sont cultivées massivement, etc., et dont on connaît très bien les propriétés. Il y en a énormément d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas suffisamment. Et donc, il y a de très gros travaux qui sont entrepris depuis, donc je parle des années 50, évidemment, entre-temps, ça a beaucoup évolué. Et donc, pour vous donner un exemple, on fait même venir des montgolfières
au sommet de certains arbres pour capter le parfum de certaines fleurs, de certaines parties de plantes, et pour les analyser en laboratoire pour voir quel type de molécules ces plantes produisent et voir quelles pourraient être les applications thérapeutiques. Donc pour vous montrer que, pour terminer sur une note, je dirais, qui va aussi dans le futur, c'est que quelque part les remèdes d'hier sont toujours d'actualité et que l'idée d'utiliser des plantes à parfum dans la médecine continue à être d'actualité parce qu'évidemment la nature ne nous a pas encore tout révélé et qu'on n'a pas encore pris le temps d'étudier et de recenser toutes les plantes à travers le monde. Voilà. Si vous avez des questions, voilà. Si vous avez une autre question, il y a un micro qui est à votre disposition. Mais n'hésitez pas, le micro ne mange personne. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut toujours un premier, et après les autres. Ah, voilà, quelqu'un courageux. Pour l'obtenir, j'ai entendu dire que pour obtenir un gramme d'essence, pour les essences, oui, des quantités, oui, tout à fait. Alors c'est évidemment une des raisons qui font que, évidemment, la synthèse chimique est très utile, c'est que quand il s'agit de soigner, et c'est pour ça que je parle des sociétés traditionnelles, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, même en Europe, on va évidemment pouvoir soigner un nombre réduit de personnes avec des plantes qui sont cultivées dans les environs. Dès qu'il faut soigner des millions de gens, évidemment on ne peut pas, ou bien il faut 5 planètes uniquement consacrées à la culture des plantes aromatiques. Moi, je suis tout à fait partant, mais on ne peut pas, évidemment, quand les rendements sont très faibles. Donc pourquoi est-ce que ces sociétés font des investigations sur le terrain? Parce que, évidemment, elles ne vont pas s'amuser à faire du bouturage et à faire des champs, parce qu'avant de se... faut choisir soit on se nourrit, soit on se soigne. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On analyse des molécules en laboratoire et on les reproduit par synthèse chimique, parce que sinon, je veux dire, c'est absolument gérable. Et évidemment, il y a ces problèmes de rendement. Donc, par exemple, pour la cannelle, pour vous donner une autre idée, il faut 500 kg d'écorce de cannelle pour avoir 1 kg d'essence. Donc, je dis, il faut déjà une sérieuse forêt pour produire de l'essence de cannelle. Donc, et ça vient en comparaison, par exemple, si on a plus vraiment de la parfumerie, mais par exemple pour l'essence de rose, et encore on prend les roses les plus parfumées, par exemple la rose de Damas, il faut entre 4 et 5 tonnes, 4 et 5 tonnes de pétales de rose pour 1 kg d'essence. Donc vous imaginez si on commence à vouloir se soigner que par les plantes, ça doit être très cher. D'autres questions? Des questions, des commentaires. Des critiques? Il me semble que dans l'histoire, on avait des poules avec des épices qu'on utilisait. Oui. Et on voit aussi sceller en plis d'épices Oui, tout à fait. Pendant les épidémies de peste, évidemment. Donc ça, c'était évidemment les... Alors, justement, ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques parce que les apothicaires, les parfumeurs, tous les gens qui manipulaient les plantes à parfum étaient épargnés par les épidémies. Et donc, évidemment, et les moines aussi d'ailleurs, puisqu'ils étaient dans les vapeurs d'alcool, dans les élixirs, donc ils étaient dans les spiritueux, vous voyez, justement. Donc, c'est vrai qu'il y a des professions qui ont toujours été épargnées par les grandes épidémies parce qu'elles étaient continuellement en contact ou entourées de produits qui avaient des propriétés bactéricides, qui avaient la propriété de ne pas tomber malade. Donc ça, évidemment, c'est tout à fait caractéristique, mais on a évidemment le cas
de personnes qui sont immunisées par leur alimentation. Je reviens à la cuisine ayurvédique, évidemment, le fait de consommer certains types de plats ou de consommer certains types d'épices permet de se prémunir. Bon, je ne vous ai pas fait sentir de la sauge, parce qu'évidemment, on m'a demandé d'être assez concis, mais évidemment, il y a un vieux proverbe provençal qui dit que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. C'est une note camphrée, et on sait que une des premières utilisations de la sauge, je dirais, dans les jardins, était véritablement de se prémunir lorsqu'il y avait des épidémies, de peste, de choléra, que sais-je. Donc il y avait véritablement l'idée d'avoir soit des plantes chez soi, soit alors ces espèces de nez qui étaient chargées d'épices, hein, c'est pas un masque de carnaval, c'est vraiment une espèce de réceptacle à épices qui permettait en fait de respirer un air qui était préalablement imprégné des exhalaisons d'épices. Et alors, on voit encore à Noël, à titre de décoration, donc on pique des clous de girofle dans des oranges. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'essence d'orange passe dans le clou de girofle et donc va diffuser un mélange qui est très agréable d'orange et de clou de girofle. Si vous allez chez le dentiste, on utilise encore l'essence de clou de girofle qui contient principalement de l'eugénol, et les dentistes en font de l'eugénate, qui est en fait un excellent cicatrisant et un antiseptique buccal. Donc évidemment, on a encore tous en tête cette odeur de dentiste qui est liée au clou de girofle. On a clairement une épice qui est marquée, et donc on a ce qu'on appelle les pommes d'ambre, il n'y a pas d'ambre du tout, donc ces pommes d'ambre qui sont très décoratives et surtout très parfumées, et qui probablement ont été utilisées aussi lors de ces épidémies pour se prémunir du miasme. Voilà. Est-ce que ça fait une différence de les sentir ou plutôt que de les consommer directement? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette question, d'une part, toujours que l'air peut être saturé de miasme, pour reprendre le terme de l'époque. Donc, le fait de respirer dans ces espèces de bec à épices ou d'avoir ces pommes d'ambre, c'est évidemment une manière de respirer un air décontaminé. Le fait d'ingérer des épices, c'est évidemment l'idée de diffuser ces propriétés à travers les différents organes. Et donc, il y a quelque chose qui m'avait été rapporté à plusieurs reprises par des parfumeurs qui avaient énormément de difficultés, je parle de marques de parfums, qui avaient énormément de difficultés à s'imposer sur le marché indien. Et ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient fait des études de marché très sérieuses. Excusez-moi, je crois. Donc ils avaient fait des études de marché dans les grandes villes indiennes, et ils se sont dit, voilà, ces gens ont un pouvoir d'achat, sont des gens qui aiment les belles choses, qui sont cultivés, etc. Et ils n'arrivaient pas à vendre de parfum. Et en fait, il y a une culture olfactive en Inde qui est évidemment totalement différente de la nôtre, donc déjà les goûts pour les parfums n'ont rien à voir, mais surtout que, quelque part, les épices étant tellement présentes dans la cuisine, elles passent évidemment à travers tout le corps, c'est l'objectif, et elles vont développer évidemment un certain type d'odeur sur la peau, ce qui est tout à fait normal. Quand vous consommez par exemple de l'ail, évidemment ça passe par la transpiration. Si vous prenez des infusions de valériane, vous allez sentir la valériane. C'est tout à fait normal. Et donc, les parfums qui étaient conçus pour des peaux européennes et pour l'alimentation européenne tournaient complètement sur les peaux indiennes. Donc les gens allaient au magasin, on leur autorisait la dernière création de telle ou telle marque, et ça virait complètement, et les gens ne voulaient même pas les acheter, évidemment ça ne convenait pas du tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce que le fait d'ingérer modifie complètement l'action que lorsque l'on respire, évidemment ça reste uniquement au niveau, je dirais, de la cavité bucco-nasale. On peut avoir justement un petit peu qui passe dans les poumons, mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on ingère, donc les propriétés ne sont pas les mêmes et les effets évidemment ne sont pas identiques. D'autres questions?
Aurais-je pu dire? Question. Monsieur, donc les clous de géant Oui. viennent de l'Indonésie à l'origine? Il vient des Moluques. Donc en fait, d'ailleurs, pour prouver que les clous du roc sont tellement efficaces contre les maladies, donc ces îles ont été propriétés à un moment donné des Portugais, puis ce sont les Hollandais qui s'en sont emparés, et pour faire monter le cours du clou de girofle, ils ont rasé des plantations de girofliers, et toutes sortes d'épidémies ont commencé à surgir parce qu'évidemment les populations étaient immunisées, étaient protégées par la présence des girofliers dans les forêts. Vous voyez que évidemment ce sont des produits qui déjà, avant même d'être cueillis, protègent les personnes qui vivent à proximité de ces arbres. Quelqu'un souhaiterait-il prendre la parole? Ah. Oui, vous avez parlé des humeurs froides qui étaient pas très des humeurs froides de personnes qui avaient des problèmes de santé et donc chez lesquels on utilisait des épices ou bien toutes les maladies ne sont pas avec des humeurs froides, il y a aussi des humeurs chaudes. Quels sont les traitements dans ces cas? Est-ce qu'on utilise également des épices ou bien d'autres? Là, la théorie, j'ai pris évidemment une théorie qui consistait chez les Grecs de considérer que la maladie, en général, était plutôt du côté des humeurs froides et que dans tout ce qui est associé au froid et à l'humide, les deux conjointement, était associé à quelque chose qui était du côté de la maladie ou de la mort. Et donc, cet objectif était, bien entendu, de perdre cette humidité et cette froideur, d'aller vers le chaud et le sec, par l'utilisation des épices. Il est évident que toutes les maladies ne se situaient pas de ce côté-là, et que là, il faudrait faire une conférence entièrement, et j'en suis tout à fait partant, sur la médecine grecque. Je ferai ça avec plaisir avec une collègue qui est helléniste, et qui serait ravie, à mon avis, de présenter ce sujet. Mais c'est vraiment, alors là, comme la médecine ayurvédique, je veux dire, c'est un sujet extrêmement vaste. J'ai présenté que le fenouil grec. J'avais encore 15 autres épices. Si je voulais bien que vous parler de la médecine ayurvédique, je pourrais au moins sortir 15 épices, enfin 15 plantes aromatiques, sans aucun problème. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu m'étendre, non pas pour esquiver la question, parce que c'est très très vaste. Je ne peux pas répondre en une minute, malheureusement. Le whisky, par exemple, est, comme beaucoup d'autres produits, sont aromatisés par le maintien dans des tonneaux en bois, des choses comme ça. Oui. Par rapport à certaines eaux de vie, comme la vodka, par exemple, qui est presque de l'alcool pur. Oui. Et certains genièvres belges sont quasiment de l'alcool pur. Ah, là, il y a du genévrier, il y a du genévrier. Ils sont aussi comme dans le gin. Mais le whisky particulièrement, et le cognac est vieillement fût. Tout à fait. Et dans le whisky, j'ai entendu dire qu'il restait des traces de formol qui sont dues à la désinfection des flux entre différentes phases de vieillissement. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, alors, le whisky, c'est aussi un monde. J'ai pris un extrait de whisky, Islands, comme ça, vous savez tout. Mais donc, il est évident que chaque whisky va avoir ses propriétés olfactives et gustatives propres. Il y a aussi finalement tout un travail autour du malt qui est très important. Donc évidemment le malt va jouer de la qualité de l'eau, le type d'eau, et puis évidemment le type de bois. Puis on a des très très vieux fûts en chêne qui vont communiquer. C'est là si vous connaissez une autre spécialité, c'est là on va quand pour la promotion pour le whisky, mais le butterscotch, c'est pas le beau écossais, eh bien on a des whiskies dans lesquels on retrouve cette note de caramel. Donc c'est vraiment extrêmement vaste. On n'a pas une note de whisky. C'est comme on parle de jus de raisin. Vous voyez tous les types de vins qu'on a. On a toutes sortes de cépages. On a toutes sortes de types. Donc évidemment, je vous invite, parce que ça vaut vraiment la peine, à faire le tour de l'Écosse, pas que de l'Écosse d'ailleurs, et d'aller goûter
Et vous allez dire, c'est chaque fois du whisky, et pourtant, chaque distillerie fait quelque chose de totalement différent, alors que la recette, à la base, n'est pas tellement différente, et c'est ça qui fait que certains ont un bar à whisky, parce qu'évidemment, ils recherchent toutes sortes de subtilités très, on a des whiskies qui goûtent, je vous dis, ça passe de la tourbe, on a des produits, des whiskies vraiment tourbés, à des notes de presque de confiserie, des notes de caramel, très très marquées. Donc c'est vraiment un monde en soi. Et ce serait une idée à faire, avec la bénédiction du rectorat et dégustation à la fin, bien sûr. D'autres questions ou remarques? Dans ce cas, je remercie encore Olivier Cumeur. Merci à vous. Dans la conférence de ce soir, on nous a quasiment introduit aussi un des cycles dont la conférence sera lundi prochain, celui sur la gastronomie. On aura lundi donc Gaël Jean-Marc qui va nous parler d'une conférence du cycle d'histoire de la gastronomie et du cycle sur les passions, sur de la passion de manger dans les philosophies stoïciennes et augustiniennes. Et dans le cadre de ce cycle, je vous propose de nous trouver le 6 novembre pour écouter Maurice Guereau qui va parler de l'histoire de l'anesthésie, avec laquelle on a aussi un peu commencé.